Donc trois interventions d'approches différentes, mais sur des matières quand même très proches, c'est ça, mais avec des approches très différentes. Donc, on va ouvrir tout de suite les questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, merci beaucoup pour ces trois communications. Je voulais savoir, c'est une question qui s'adresse peut-être un peu plus à Sarah, si vous pouviez nous parler du label ou de la maison de production de Grand Corps Malade. Près de Saint-Denis, il y a un chanteur qui s'appelle Thomas Picchio et qui a écrit un album qui s'intitule Le Tramway du Bonheur, donc Saint-Denis et Bobigny. Et lui, il était très mécontent des maisons de production auxquelles il avait affaire, et il a décidé de créer son propre label qui s'intitule Aubercaille, Aubervilliers, Aubercaille, etc. Et j'aurais aimé savoir si vous pouviez nous parler donc, de la maison de production, du label, qui pourrait peut-être aussi expliquer, je ne sais pas, le caractère singulier du slam, de Grand Corps Malade. Et peut-être pour poser une autre question, près de Saint-Denis, il y a également un rappeur qui s'appelle Ali Montana, qui est basé à La Courneuve, et qui incite également au voyage, mais de manière très différente. Un de ses albums, c'est Bienvenue à La Courneuve, Monsieur Sarkozy. Donc c'est un voyage très différent qui est proposé. Et est-ce que vous avez travaillé sur Alibi Montana? Est-ce que vous voyez des points de convergence, des points de divergence avec les artistes que vous étudiez? Donc ça c'était plus pour Betty. Alors pour ce qui est du label, alors, il a produit 4 albums, 2 chez la même maison et 2 autres, je n'ai pas les noms exacts, mais je sais qu'il y en a 2 chez la même maison, les 2 premiers, et les 2 autres chez 2 autres maisons différentes. Mais c'est toujours des amis à lui, c'est pas s'il change de maison, c'est pas suite à un conflit ou autre, c'est parce que peut-être un peu que la facture de ses textes change aussi. Ces 2 premiers sont centrés un peu sur la vie, les questions liées à la banlieue, etc. Le 3e, il est plus poétique et la banlieue est quasi absente, quasi inexistante dans ce 3e. Et le 4e qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, pareil, la cité n'est pas mentionnée. Donc je ne sais pas si on peut lier le fait qu'il change de maison au changement de thème et à la facture de ses textes, mais c'est vrai que ce serait une piste à creuser. Bon, par rapport à la question, non, je ne sais pas travailler sur la vie Montana, mais voilà, sur cette histoire de l'invitation, tout à l'heure ce que disait Sarah, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans plusieurs morceaux de rap qui parlent de la banlieue, et parfois c'est pas non plus d'une façon, si on peut dire, transparente, ou par exemple, ça m'a fait penser à un morceau de Ministère Amer qui s'appelle Un été à la cité. Et donc, justement, ces morceaux, ce que je trouve intéressant, c'est que, pas seulement par rapport à ce qu'il dit le texte, mais toutes les sonorités qui l'accompagnent, les musiques, tout ça, est fait de telle façon que l'auditeur qui écoute ces textes est d'une certaine façon obligé de rentrer dans la cité et de suivre ces journées d'été pesantes, avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup des conflits, des problèmes. Et donc là, ça m'a fait penser à la figure de l'hypotypose, que justement, c'est cette idée de rendre les réels, mais vraiment réel, à tel point qu'on est là, en fait, en tant qu'électeur, dans le cas du rap, en tant qu'auditeur du rap, on est là, on vit, on vit ce que le morceau est en train de décrire. Donc, voilà. Et dans ces cas, pardon, de ces morceaux-là, les rappeurs ils disent à la fin, maintenant tu sais ce que c'est un été à la cité. Là, oui, on le sait. On nous sera obligés d'une certaine façon à rentrer là et à passer ces journées d'été. Merci.
Non, juste en fait, donc, le grand point commun entre vos trois présentations, c'est que vous avez démantelé le fait que le rap est seulement comment dire, on retrouve souvent dans les critiques où justement on dit que le rap est seulement un cri en fait et que c'est juste une réalité sociale. Et donc en fait vous avez démontré que ça va beaucoup plus loin et qu'ils ont une approche littéraire authentique et que si je comprends bien, voilà les trois présentations, et qu'il faut aller au-delà justement de la réalité sociale et qu'il faut creuser dans les textes justement et dans l'analyse littéraire et linguistique ensemble. Bah, tout à fait, parce que c'est cliché justement d'associer le rap au cri de la banlieue, c'est ce qu'on fait généralement. Et si on va plus loin, donc on parle de rap, mais le slam c'est un peu différent du rap, il faut justement regarder autrement les textes, voir leur dimension politique. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'emploie le terme de poète. Et on parle de vers aussi au sujet du rap, donc ça a trait bien sûr à la poésie. Et donc, non seulement au niveau de la forme, mais aussi au niveau des thèmes. Donc, la poéticité, les images, etc., on les retrouve dans les slams ou encore dans le rap, j'en doute pas. Et puis, j'ai pas eu le temps de bien développer, mais les références littéraires, justement, on les retrouve chez Grand Corps Malade ou chez des poètes. Voilà, il y a une forte intertextualité, justement. Et donc, ça prouve qu'il faut dépasser cette image que tout ce qui vient de la banlieue, sous forme de rap ou autre, et exclusivement lié à la banlieue. Non, il y a autre chose, il y a de la poésie, et il y a aussi de la banlieue poétisée. Donc par exemple, Grand Corps Malade, j'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure, mais dans son slam Roméo kiffe Juliette, il reprend le mythe de Shakespeare, mais c'est pour traiter d'un problème de fond qui touche un peu les banlieues, c'est les relations entre les communautés, notamment entre les différentes religions, parce que Roméo il est musulman, et Juliette elle est juive. Et finalement, il renverse un peu le mythe et il s'enfuit, donc pas de poison, rien. Et il utilise la poésie pour défaire un cliché. Donc la poésie, elle est aussi au service, justement, de cette démythification, j'ai envie de dire, de la banlieue. Et donc, on peut retrouver ça par le biais d'allégories, des assonances, des images, etc. Donc, voilà. Et moi, en fait, ce que je pourrais ajouter, dans le cas de Mathé, j'ai vraiment beaucoup étudié les liens du rap avec la littérature. Je ne me suis pas intéressée à la question de dire si le rap il appartient ou non à la littérature. Je pense que ce n'est pas ça ce qui est important, mais en tout cas, quelque chose qui c'est sûr, c'est que le rap s'est nourri de la littérature. Dans le sens, les figures qu'il utilise pour représenter, pas seulement la banlieue, mais d'autres, les rapports avec la police, donc voilà, même si c'est des thèmes sociologiques, c'est vraiment à partir d'une représentation symbolique, métaphorique et tout ça. Ensuite, par rapport aux références littéraires, aussi, il y a des références littéraires très classiques et scolaires aussi qu'on retrouve et couramment dans plusieurs morceaux des rap, même des rappeurs qui sont considérés hardcore, hyper chauds, tout ce qu'on peut qualifier, mais par exemple l'image de la figure de Cyrano de Bergerac comme une figure d'identification, comme maître des paroles et tout ça, c'est aussi très, très courant dans le rap. Et donc, et voilà, pareil, ça peut être des poètes, parler de ces morceaux comme de la poésie, il y a tout un lexique littéraire lié au poète qui est tout le temps exploité. Mais sinon, par rapport à la question du prix, moi je pense que c'est très intéressant, parce que justement, ça va de pair avec la théorie de l'émancipation, c'est-à-dire le rap, est-ce que c'est un objet émancipé? Oui, justement, et ça me fait penser aux études de Charles Rancière. J'ai beaucoup travaillé aussi sur lui par rapport à ça. Et donc, où il parle justement des sans-parts dans la société et que toutes les productions des sans-parts, ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui n'ont pas de part dans la société, sont considérées par les dominants comme des bruits ou des grognements. Donc, c'est normal que dans les discours dominants, on entend dire le rap. Peut-être l'islam, on a plus de pitié par l'islam, mais le rap c'est du bruit, c'est que du bruit, c'est que du bruit. Voilà. D'ailleurs, comme disait Jacques Chirac, le bruit et l'odeur, voilà. Les banlieues c'est du bruit, tout ce qui vient de la banlieue c'est du bruit. Il n'y a rien de construit. Et donc voilà, c'est. C'était ça.
Et d'autres questions? J'ai une question pour Elena sur les emprunts lexicaux. J'étais très frappé par les données que tu nous as présentées, qui montrent que les emprunts de l'anglais sont évidemment très importants, et qu'en deuxième place, il y a l'arabe, mais loin derrière, si j'ai bien compris. Et je voulais savoir quelle conclusion tu en as tiré de ces données par rapport aux emprunts lexicaux, et le fait que l'anglais soit dominant, c'est peut-être assez explicable, mais pour les autres langues, c'est quand même intéressant. Je n'avais pas tiré les conclusions, comme je ne sais pas le but de... c'est pas ce que je cherchais. Mais il faut aussi avouer que quelques emprunts qui sont présentés sont déjà fortement lexicalisés dans le français. Donc, dans le cas de l'hébreu, c'était le mot Shabbat, le sabbat, etc. Alors, il ne faut pas le mettre dans la catégorie déjà que c'est parce que c'est l'emprunt, ça vient de banlieue, c'est pas fait. Mais j'ai gardé ces résultats dans mes comptes à cause des homophonies, parce que c'est un mot qui n'appartient pas au lexique français normal et ça crée des jolis effets dans les homophonies, parce que au Shabbat, c'est difficile à trouver un rime à ça. Yes. Et c'est évident que c'est l'anglais qui prime. Et pour le russe, ça correspond à quoi? Stotsar. Bah oui. Okay, j'ai une question sur les critères du genre. Donc, est-ce que certaines choses... Donc, en fait, on a parlé de littérature tout à l'heure et en fait, on s'est dit que certaines représentations de la banlieue en littérature sont dominées par le genre. Donc, par exemple, le roman noir est un genre et quand on est à l'intérieur de ce genre, on doit représenter le lieu d'une façon assez noire et c'est pas nécessairement du réalisme. Est-ce que c'est pas pareil pour le rap? Donc en fait, vu que ça surgit, ces musiques qui surgissent des ghettos et en fait on veut renforcer cette appartenance au genre, est-ce que cette mythologie du ghetto noir américain, est-ce que ça déteint sur ces chansons de rap? Ou, en fait, quelle est la part du réalisme et quelle est la part du mythe qui est alimentée sans doute par le genre lui-même? C'est juste une hypothèse, mais peut-être que vous allez confirmer ou confirmer le contraire. Peut-être, alors déjà pour le slam, le fait de rendre compte de la cité et de l'espace, mais comme j'essaie de le montrer, s'il en parle, c'est pour plus réhabiliter en fait cet espace. Mais c'est vrai que s'il en parle, c'est une forme de fidélité aussi et d'hommage au lieu auquel il appartient. C'est de créer cette connivence au sein du groupe auquel il appartient, et c'est pour aussi le réhabiliter et lui donner, pour le rendre plus visible. Donc si on parle de la banlieue, on passe par là. En fait, c'est comme un passage obligé, parce que Grand Corps Malade a commencé par la banlieue, mais dans ses deux derniers albums, il s'en détache complètement. Par exemple, dans Funambule ou le troisième temps, alors le quatrième, pas du tout, on ne parle pas du tout de la cité ni de la ville. Dans le troisième, il y a une ou deux références par rapport à des problèmes liés à la cité. Mais dans les deux premiers, on mentionne Saint-Denis, on mentionne la ville, etc. Donc je pense que pour se lancer, pour commencer, on doit passer par là. On doit passer par l'évocation de la cité, du lieu d'où on vient. Mais après... donc je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu. Je crois que la question s'adressait moins à toi parce que en fait son approche est différente. En fait, lui, il s'inscrit un peu plus dans le même veine qu'en littérature, par exemple, Fight Again, qui décrit un quartier de l'intérieur et sans vraiment spectaculariser, mais plus montrer les petits faits du quotidien. Donc en fait, on colle plus à la réalité. Et puis bon, là, commencer par là que j'en viens, c'est aussi se donner une légitimité de la parole, donc de dire que moi je connais et moi je peux vous garantir que vous pouvez amener votre chien. Tout à fait, voilà, je suis le plus apte.
c'est vrai qu'il est comme une sorte, il se présente comme un garant, déjà par sa position, parce qu'il est de l'intérieur de la cité, de la ville. Donc ce qu'il dit, c'est nécessairement vrai. Et puisqu'il essaye d'avoir un regard objectif dans ces slams, donc il parle des problèmes qu'il y a dans la banlieue, mais en même temps il essaye de se détacher des clichés et de démentir un peu ce qu'on dit. Donc c'est vrai que cette forme d'objectivité fait de lui une sorte de... Ce matin, donc on disait pas de porte-parole, mais de porte-voix, donc de la banlieue finalement. Je pense qu'il y a un grand poids sur le rapport de rester authentique, dans le sens de dès qu'ils ne parlent plus de la banlieue, ils sont considérés comme éloignés de leurs racines et ne sont plus aussi rappeurs que les autres. Ils trahissent la cité d'une certaine manière. En fait, moi juste par rapport à cette histoire des mythes, de mythes du ghetto, en fait, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, en tout cas dans le rap français, c'est que les premiers morceaux qui sont sortis dans les années 90, c'est-à-dire qui sont une reconnaissance vraiment médiatique dans le marché de la musique, et ils ne parlaient pas tant que ça de la banlieue. Ils parlaient plus de l'art de faire du rap, comme justement de la poésie. Les premiers morceaux d'un thème s'appellent Je rappe, et ils parlent que du bonheur de faire du rap, de maîtriser la parole, d'utiliser des figures de style. Donc c'est ça ce que c'est intéressant. Et il y a des travaux qui disent que finalement, cette idée d'associer le rap tout de suite à la banlieue, c'est quelque chose qui a été créé finalement par les médias. Après, bon, le rap, c'est vrai qu'il a fait de ça, mais c'est pas non plus la chose la plus dominante en tout, la banlieue dans le rap. Il y a d'autres choses aussi. C'est vrai que le rap, c'est l'une des choses, mais il y en a d'autres. Après, il y a des rappeurs qui disent, mais c'est nous, c'est le rap finalement qui a créé la banlieue. La banlieue, c'est nous qui l'avons faite, telle qu'elle est, que nous l'avons racontée, et après, bon, c'est vrai qu'il y a tout un lexique aussi qui vient du rap même. Les rap français, c'est inspiré bien sûr du rap américain, donc les ghettos, ça venait avec aussi. Et l'une des choses, par exemple, je me suis posée par rapport à ça, c'est que justement, ces premiers rappeurs qui ont commencé à faire du rap et qui ont voulu parler de la banlieue, ils ont trouvé que justement dans le rap américain, il y avait un concept qui convenait le mieux pour représenter ce que c'est la banlieue française. Même si c'est pas du ghetto, mais ça convient très bien parce que dans l'imaginaire des gens, les ghettos, c'est tout ça, c'est tous ces problèmes, c'est tous ces conflits. Et donc, voilà, il fallait l'utiliser parce que ça représentait encore mieux ce que ça voulait dire, même pas dans l'essence de vouloir justement dire, voilà, la banlieue, c'est les ghettos américains. Et juste utiliser ces symboliques qu'il avait. Je ne sais pas si justement cette revendication du rap français et du rap américain, puisque le rap est aux États-Unis, pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'on a autant d'emprunts anglais dans le rap français. Je ne sais pas si on pourrait lier la fréquence des mots anglais au fait que le rap soit né aux États-Unis et que les rappeurs français se revendiquent justement du rap américain. Et puis après, pour la fréquence de l'arabe, ça doit certainement, je ne sais pas, c'est peut-être lié un peu aussi aux origines des rappeurs. Donc, il y en a beaucoup qui sont issus de l'immigration maghrébine. Donc on pourrait peut-être aussi creuser de ce côté-là pour expliquer la fréquence des emplois anglais, arabes, mais des emprunts. Je trouvais par exemple la même fréquence dans le roman. Dans le roman, il y a ce langage avec surtout des mots en anglais, comme business, mais ça intègre dans le langage français. Et deuxièmement, en arabe, en berbère. Donc c'est pas que dans l'arabe, c'est aussi dans D'accord. Donc c'est vraiment dans ce que Goudaï appelle le français qu'on est en train de citer, c'est le langage des jeunes qui est en train de véhiculé par le rap, véhiculé par la aussi. Une question. Et par rapport aux cultures justement asiatiques, est-ce qu'il y a des transferts de certains types de vocabulaire? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des mots qui prennent des consonances, des mots qui s'introduisent dans le vocabulaire français à partir de consonances asiatiques, chinoises, japonaises? En tout cas, pas chez Grand Corps Malade. Alors est-ce que c'est le fait que ce ne soit pas un alphabet, que ce soit des caractères qui pourraient expliquer la difficulté de passer d'un type de langage alphabétique à un type de langage dessiné? Ça, je ne sais pas du tout.
faudrait voir la production des françaises, mais issues de justement peut-être l'immigration asiatique en France, parce qu'il y a alors, peut-être rappeurs, j'en connais pas, mais des romanciers issus de l'immigration asiatique, donc, qui viennent des anciennes colonies. Après, peut-être qu'on pourrait trouver là-dedans des pistes. Parlons juste les groupes païens qui mobilisent un imaginaire aussi et asiatique. Voilà, je n'ai pas trouvé en tout cas des références chez eux. Donc si l'influence de la littérature pour le rap est évidente, est-ce que des études ont été menées en sens inverse sur rap et littérature? Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Oui, vous l'avez évoqué à travers un exemple. Ouais. Est-ce que c'est plus autant par des empreintes que vous avez évoqué, mais aussi par l'empreinte du style, pour retrouver le flow, etc. Oui, on l'a vu, mais est-ce qu'on a d'autres? Mais Abdelmalik, oui, non, mais de toute façon, il y a un écrivain, je ne me rappelle plus son nom, qui a écrit un roman qui s'appelle Nadine Mouk. Et voilà, ça me perd plus son nom. Il y a un roman, oui. Nadine Mouk, ça s'appelle son roman. Et voilà, on dit, Dominique Viard, dans ses études sur l'écriture contemporaine, sur les romans contemporains, dit que c'est de l'écriture rappée, c'est de l'écriture scandée comme du rap. Et c'est un roman qui date de quel... C'est fin des années 90. Ah oui, c'est pas... Là, je ne me rappelle pas, mais son nom est... Après, bon... Et Jonquet aussi, La vie de ta mère, bon, c'est plus inspiré du langage de la banlieue, mais il y a quelque chose aussi des scandés. Et après, quant aux références, bon, je pense qu'il y en a de plus en plus dans les polars, c'est sûr. Et Jean-Claude Bissot, cet écrivain de polar marseillais, lui, il cite, d'ailleurs, l'un de ses romans s'appelle Total Chaos, et il dit c'est des Ayam, le groupe de rap marseillais, et il cite souvent Ayam dans sa trilogie, il le cite souvent, et il dit, là, comme on dit les Ayam, ça c'est, je sais pas, je me rappelle plus, mais bon, voilà, il est pressant. Après, je pense aussi, quand il y a eu les problèmes en 2005, des semaines de banlieue, les rapports qui ont été censurés par les fois, il y a eu un collectif qui s'est créé qui s'appelle Nous sommes tous des rappeurs de banlieue, et qui était signé par Didier Danex, voilà, des écrivains assez importants du polar, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance de dire, voilà, on fait des choses similaires sous d'autres genres. Mais je pense qu'une étude très intéressante de voir dans l'écriture contemporaine comment on peut reconnaître les rap aussi. Quand l'intertextualité en vaste. Bon, les questions n'en finissent pas, mais bon, on va regarder après. En tout cas, on merci.